Alors oui, c'est un titre qui choque, hein, c'est fait exprès, donc prenez pas peur. Alors voici mes déclarations d'intérêt. Pour faire simple, à peu près tous les laboratoires qui produisent des produits pour nourrir les malades dénutris m'ont invité à faire des choses. Donc je crois qu'ils sont à peu près tous listés. Donc j'ai espoir que finalement chacun ça s'annule et que je ne sois pas influencé. Alors la faim tue, voilà. Ça c'est un cheval qui est mort de faim, il n'y a plus rien à manger autour de lui. On peut espérer qu'il avait encore un peu d'eau, mais bon, vous voyez que c'est une réalité. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est des animaux. Je ne vous ai pas mis des humains, mais vous imaginez bien que ça existe aussi. Et puis, ça, c'est quelque chose sur lequel on est absolument convaincu que les gens qui ne mangent pas ou n'ont plus accès à la nourriture vont pouvoir mourir. Mais on se dit, c'est loin, c'est pas chez nous, puisqu'on est dans une société d'abondance où le problème est le surpoids et l'obésité. Mais en fait, on a aussi chez nous des choses comme ça, non pas que les gens n'aient pas accès à l'alimentation, mais que l'anorexie liée à la maladie fasse la même chose. Et donc, la faim, elle tue, mais l'absence de faim aussi. Ça, c'est un patient, comme on les voit de temps en temps, malheureusement. En tant que nutritionniste, moi, on me les montre comme ça, en me disant, il faut le retaper, celui-là. Alors, on l'a laissé arriver dans cet état avant qu'on puisse éventuellement dire qu'il fallait faire quelque chose. Celui-là, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez vu, il est opéré, il a des fistules, ça craque de partout. Je ne sais pas si ce monsieur est toujours vivant, mais il n'y avait quand même probablement pas beaucoup d'espoir, même s'il avait une nutrition parentérale. Donc oui, chez nous, en France, dans tous les pays riches, on a des gens comme ça qui meurent de dénutrition. Et ils meurent de dénutrition parce qu'ils n'ont pas assez faim. Et donc la réponse, c'est quoi? C'est vous n'avez qu'à vous forcer. On l'a tous entendu, sauf que si ça marchait, ça se saurait. Et donc, voilà, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Alors je voudrais juste d'abord vous rappeler des choses qui paraissent tout à fait logiques. Alors, c'est une question très très bête, c'est pourquoi il faut manger pour vivre. Alors, vous connaissez le truc. J'aime bien aussi la deuxième partie, personnellement, moi. En gros, il faut manger pour deux choses. C'est une lapalissade, ce que je vais vous dire, mais on est fait de ce qu'on a mangé. C'est-à-dire que tout notre corps, à un moment, il est passé par notre bouche, que ça soit en dehors du moment où c'était le cordon ombilical avec notre mère. Donc, en gros, il faut manger pour construire la maison, et puis pour la réparer constamment, parce que malheureusement, constamment, il y a des choses qu'il faut réparer, et donc il faut les bonnes pièces. S'il faut réparer un mur, ce n'est pas la même chose que s'il faut réparer un toit. Et donc ça, c'est toute la variabilité en fait de ce qu'on doit manger en termes structurels. Et puis la maison, une fois qu'elle est construite, il faut la faire fonctionner, il faut la chauffer, il faut lui mettre l'eau, l'électricité, et c'est le côté calorique de la nutrition. On va se focaliser un petit peu là-dessus pour l'instant pour un peu simplifier la problématique. Alors un individu, lorsqu'il ne mange plus, soit qu'il n'a pas accès à la nourriture, soit qu'il n'est pas faim, eh bien il va maigrir. Alors les réserves énergétiques d'un homme, c'est tout à fait théorique. Ici, je vous ai montré quelque chose de parfaitement schématique. Ici, vous avez les calories en kilocalories, les réserves. Ici, vous avez le temps. Alors, pour faire très simple, ici, c'est les glucides, donc on va dire très vite qu'il n'y en a pas. Ici, c'est les lipides, donc c'est notre graisse. Et ici, c'est les protéines, donc c'est nos muscles. Et qu'est-ce qu'on voit quand quelqu'un se met à jeûner? Eh bien, on voit qu'il maigrit, mais que l'amaigrissement n'est pas linéaire, et qu'il est finalement progressif, et ça tombe très bien, c'est finalement pour se mettre en économie, parce que le corps, il sait que c'est pas très bon de maigrir. C'est pas très bon de grossir, mais c'est pas très bon de maigrir non plus. Et puis, ce qu'on voit, c'est que quand on extrapole les choses, et notamment ici, ce point-là, qui est un point théorique, c'est la moitié de celui-là. Et ça, c'est le seuil théorique du décès chez un animal, quand il meurt, et qu'on analyse la carcasse de l'animal, il y a encore des muscles, il y a encore de la graisse, et pourtant, il est mort de faim. Donc en fait, la question, c'est qu'il y a une relation fondamentale entre la quantité de nos muscles et le pronostic. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors ça, c'est un individu parfaitement normal, et vous voyez que finalement, il arrive à jeûner à peu près 40 jours, s'il est en bonne santé. Et puis, je voudrais juste vous parler d'autre chose,
c'est celui-là. Alors j'ai juste changé l'échelle, hein. Ça c'est le même, hein. C'est celui de tout à l'heure, mais au lieu d'être à 100 000, j'ai mis l'échelle à 200 000, et j'ai inventé un individu sur lequel j'ai juste doublé la masse de réserve lipidique, hein. Il a une vingtaine de kilos de graisse, ce qui n'est pas monstrueux, hein, il est juste en surpoids. Et celui-là, vous voyez que ce qui va se passer, c'est quand on extrapole, hein, celui-là, il va vraiment, à un moment, être extrêmement maigre, il va avoir plus que la peau sur les os, c'est le type de l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Mais celui-là, qui est en surpoids, voire obèse, eh ben, il va continuer à maigrir, mais s'il était très gros au départ, on va tous dire « oui, mais bon, il a des réserves, donc c'est pas grave, on peut continuer à le laisser un petit peu maigrir, et puis peut-être que c'est pas si mal, peut-être que finalement ça va soigner d'autres choses. » C'est fait que quand il sera mort, il sera plus diabétique, puisqu'il va toucher le seuil théorique du décès, et il va mourir, hein. Et le problème, c'est qu'actuellement, dans nos hôpitaux, les gens qui meurent de dénutrition, et il y en a encore, ce n'est pas ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, parce que ceux-là, on les repère vite, finalement, ils sautent aux yeux. Et donc, a priori, ils ont la chance de rencontrer un diététicien ou un nutritionniste, mais c'est les obèses. Les obèses, on leur dit tous, c'est pas grave de maigrir, puisque de toute façon, c'est ce qu'on vous avait demandé depuis des années, vous n'avez pas réussi à le faire, maintenant ça tombe bien, vous y arrivez. Sauf que, voilà. Et donc, les gens actuellement, la dénutrition, elle concerne des gens qui sont en surpoids, voire même en obésité. Et là, on a un vrai paradoxe. Et vraiment, s'il y a un seul truc à retenir et à essayer de diffuser, c'est qu'on peut être obèse et dénutri. Et ça, c'est quand même assez difficile à faire comprendre, hein, en dehors d'un cadre qui évidemment est convaincu, hein, mais je vous promets que c'est assez dur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Ici, je vous ai mis une coupe de cuisse humaine, et donc il faut comprendre ça. C'est qu'on a donc des réserves de graisse, qui sont la réserve énergétique, qu'on mobilise plus ou moins facilement quand on est malade. Et puis, il y a la réserve musculaire, qui finalement correspond à nos défenses, comme on vient de le voir, et qui, elle, est finalement assez facile à mobiliser, surtout quand on est malade. Donc, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la quantité de nos muscles qui fait le pronostic. Et si je devais définir la dénutrition comme quelque chose de très simple, c'est quand on n'a pas assez de muscles. Et qu'à cause de ça, on va faire des complications et éventuellement on va mourir. Alors, il y a autre chose qu'il faut comprendre, parce que ce n'est pas toujours simple, c'est ça. Alors, pour les diététiciens, ça va vous paraître évident, pour les autres peut-être un petit peu moins. Je vous ai mis de la pomme de terre et de la pomme de terre. Où est-ce que je veux en venir ? Ici, vous la connaissez, ça s'appelle de la purée mousseline, hein. Donc c'est du glucide, là il n'y a pas d'eau, là il y a de l'eau. En termes de glucides, je vous montre un glucide, mais pour que, en fait, c'est le parallèle avec les protéines que je veux faire. Mais si je vous montrais ici un bout de viande et là de la poudre de protéines, vous ne feriez pas l'analogie. Vous diriez, ok, c'est deux choses différentes. C'est la même chose, d'accord ? Ici, il y a à peu près 4 calories par gramme. Là, comme il y a de l'eau, il y en a beaucoup moins. On revient maintenant, on prend cette idée que l'eau, ça change la quantité calorique au gramme, et on se remet ici sur la composition corporelle. Dans la graisse, il n'y a pas d'eau, et donc il y a bien 9 kilocalories par gramme de poids sec. De toute façon, le poids sec ou le poids humide, c'est la même chose, puisqu'il n'y a pas d'eau. Alors que dans le muscle, on va vous dire, ok, c'est 4,7 kilocalories de poids sec, sauf que comme il y a de l'eau, il y a globalement à peu près 1 calorie par gramme de muscle. Et ça, c'est classique, mais c'est fondamental à comprendre, parce que ça va vous expliquer que quand on maigrit, il y a des choses qu'on va perdre lentement, et des choses qu'on va perdre vite. Et quand on consomme des lipides, eh ben, on maigrit lentement. Et quand on consomme des protéines, nos muscles, on maigrit vite. Alors, je ne vous parle pas de tous les régimes débiles qu'on a appelés yo-yo, qui marchent très très bien, hein, d'ailleurs, puisque vous maigrissez très vite, c'est-à-dire que vous perdez vos muscles, et puis vous transformez vos muscles progressivement en graisse, et donc vous obtenez l'archétype de l'obèse sarcopénique. Donc les régimes, c'est mauvais, on le sait aussi. Alors, juste pour dire ça, pourquoi je vous montre ça ? C'est qu'en fait, le diagnostic de dénutrition en pratique, il se fait de manière très très majoritaire, dans à peu près 80% des cas, non pas sur le fait que les gens sont très maigres, comme on a vu au début, mais sur le fait que les gens maigrissent vite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on maigrit vite, plus ce qu'on consomme, c'est nos muscles, et plus
l'amaigrissement devient grave. Et donc, je vous donne un exemple, perdre 1 kg par jour, c'est possible, en réanimation, c'est tout à fait faisable. Est-ce qu'on peut consommer 1 kg de graisse par jour? Il faudrait consommer 9000 kcal, c'est-à-dire c'est ce que consomme à peu près un coureur du Tour de France quand il fait 3 cols de catégorie 1. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de malades qui consomment 9000 calories jour, alors que perdre 1 kg de muscle, c'est 1000 calories, c'est finalement aucun problème. Donc perdre 1 kg par jour, c'est perdre majoritairement du muscle. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que la vitesse d'amaigrissement des malades vous témoigne du territoire qui est atteint et donc de la dangerosité de cet amaigrissement. Une fois qu'on a fait ces rappels-là, la question c'est, ok, mais est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Alors on a tout à l'heure rappelé le chiffre de 2 millions de dénutris. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on est arrivé à ce chiffre, mais je suis assez ravi de voir que, vous voyez, il devient maintenant un chiffre officiel. Ça, c'est l'introduction par notre ministre du nouveau PNNS 4. Donc tout ça, c'est la prévention de l'obésité. Mais quand même, vous voyez, à la fin, on a réussi à recoller un peu les morceaux. Et il y a ici, par ailleurs, on estime qu'il y a 2 millions de personnes dénutries en France. Alors on parle du grand âge, mais il n'y a pas que le grand âge de dénutrie, même les enfants peuvent l'être. Et alors, ces chiffres sont inacceptables, ça je suis bien d'accord, je ne les accepte pas, moi non plus, donc on devrait peut-être avancer dans le futur. Mais on part quand même de loin. Pourquoi on parle de loin? Parce que les conséquences de la dénutrition, elles sont super graves. On vous a montré tout à l'heure un individu dont manifestement vous avez tous compris que ça allait aller mal, mais ici, c'est juste finalement des gens. Alors pour ceux qui connaissent, c'est facile à comprendre, pour d'autres c'est un petit peu moins. Ici c'est le pourcentage d'individus qui sont vivants, et puis quand le pourcentage diminue, ça veut dire qu'il y a plus de morts dans une population que dans l'autre. Ça c'est des individus qui ont un cancer, et on regarde l'évolution de leur cancer en fonction de leur rapport alimentaire. Ceux qui mangent bien, avec des protéines et des calories, et ceux qui mangent moins bien. Ici c'est ceux qui mangent moins bien, et vous voyez qu'ils meurent beaucoup plus que ceux qui mangent bien. C'est des cancers qui sont comparables. C'est le même stade métastatique, c'est du TNM identique. C'est-à-dire que la dénutrition, ou dans ce cas présent, l'apport alimentaire réduit, est un facteur pronostic absolument majeur. Deuxièmement, c'est une maladie donc, qui est grave, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a un traitement? La réponse, elle est oui. Alors, le traitement, il peut être efficace. Ici, je reconnais qu'il y a moins de preuves de traitement efficace de la dénutrition, parce que c'est assez difficile à organiser, parce que quand dans la vraie vie, on vous dit « montrez-nous que vous servez à quelque chose et que vous vous attaquez à la dénutrition », on vous dit « montrez-nous que ça sert à quelque chose ». On dit pas de problème, on va prendre un groupe dénutri, puis on va choisir ceux qu'on va renourrir et les autres. Et là, le comité d'éthique nous dit « vous n'y pensez pas ». C'est pas possible de ne pas nourrir quelqu'un qui est dénutri. Puis je dis « oui, mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie de tous les jours, donc je ne vois pas où est le problème ». Donc c'est assez compliqué, objectivement, d'obtenir un niveau de preuve élevé. Ici, je vous donne un exemple. Ici, c'est des gens qui sont des insuffisants respiratoires chroniques, vraiment de stade terminal. C'est des mortalités, vous voyez, sur 15 semaines, il y a quand même sur 15 mois, sur 1 an et demi, il y a quand même une grosse mortalité. Le groupe ici est un groupe qui est pris en charge dans ce qu'on appelle de la réhabilitation, c'est-à-dire qu'en termes de traitement pneumologique, c'est le même que l'autre groupe. On y associe de l'activité physique, même si les gens ont du mal à respirer, et on y associe une prise en charge nutritionnelle, ici avec un produit spécifique, mais je pense que n'importe quel produit pourrait faire la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à gravité égale de la pathologie pulmonaire, ceux qui sont pris en charge, eh bien, ils vivent mieux que ceux qui sont là, qui décèdent plus. Donc, c'est un traitement efficace. Alors, vous allez me dire que je fais un tableau très noir de la situation et que tous les dénutris ne meurent pas, je suis bien d'accord, heureusement. Mais quand la dénutrition, elle ne tue pas, comme elle touche quand même des malades, ici, vous avez le taux d'infection nosocomiale. Alors, infection nosocomiale, c'est un truc que les gens ne connaissaient pas, mais maintenant, ils sont tous peur de ça. Sauf que l'infection nosocomiale de quelqu'un qui n'est pas dénutri, ici, vous voyez, c'est 4% dans cette étude. Quand ils sont dénutris un peu, c'est 8%. Quand ils sont dénutris sévères, c'est 4 fois plus. Donc, voilà un exemple. Alors là, de la littérature là-dessus, il y en a 3 tonnes. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est à l'hôpital ou même pas à l'hôpital, mais qui fait plus d'infections? Eh bien, il est plus difficile à soigner, il reste plus longtemps, il coûte plus cher. Ici, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple sur l'hôpital dans lequel j'exerce,
à Grenoble, vous voyez qu'on avait dépisté 63 000 personnes, et puis on vous met la durée moyenne de séjour, dans ces groupes qu'on avait vus ici. Là, vous voyez que la durée moyenne de séjour, c'était presque 14, et quand ils sont dénutris ou dénutris sévères, on prend une semaine de plus. Donc ça coûte énormément cher, et les gens restent beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Alors, à ce moment-là, on va essayer de faire un petit moment d'introspection et de se dire, OK, on déroule, mais maintenant on s'arrête, on réfléchit un petit peu. Et voici les questions auxquelles je voudrais qu'on essaye tous de se les poser, à défaut de trouver des réponses. Qui savait qu'il y avait 2 millions de dénutris en France? Moi, je vais vous dire, je ne le savais pas. Je ne savais pas jusqu'au moment où j'ai fait le calcul. Et le calcul, le jour où je l'ai fait, à l'époque, j'étais président de la SFNEP, et je me suis dit, je me suis trompé, c'est pas possible. Donc on l'a refait tous ensemble, tout le conseil d'administration, et puis on a dit, en effet, on ne s'est pas trompé, il y a bien 2 millions de dénutris en France. Alors on savait que c'était une maladie grave, je ne sais pas si vous le saviez, j'espère vous l'avoir démontré. Et est-ce que les gens savent ou sont vraiment convaincus que c'est une maladie qu'on peut prévenir, dépister précocement et traiter? Et comme toutes les maladies graves, plus on les dépiste au début, plus c'est facile à traiter. Tout le monde comprend qu'un cancer, quand il est tout petit, il peut être guéri, quand il est très gros, c'est fini. Et pourtant, on continue, nous, à avoir des malades qu'on nous adresse avec moins 20 kilos. Là où il aurait fallu nous les adresser à moins 2, moins 3. Et puis, dernière question, et c'est celle qui finalement nous a fait déclencher le reste, c'est est-ce qu'on a les moyens de traiter ces 2 millions de personnes? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel? Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce qu'il y a des financements fléchés? Les réponses, elles sont dans la question, c'est non. Et donc c'est pour ça que finalement on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue, puisque ça fait 40 ans qu'on a les mêmes pourcentages de dénutris, donc probablement la même quantité de Français dénutris, ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose? Alors, là aussi, une fois qu'on se pose la question, on est un peu piégé, et on a essayé de faire quelque chose. Ce que je vais vous montrer maintenant est quelque chose d'assez original et éventuellement même de navrant, c'est-à-dire pourquoi on est obligé de faire ça pour essayer d'obtenir les moyens de soigner ces malades. Donc on a créé un collectif qui s'appelle le collectif de lutte contre la dénutrition. Alors c'est un rassemblement de monde de tous les bords. C'est à l'initiative de la SFNEP qui maintenant s'appelle la SFNCM, mais en fait c'est vraiment ouvert à tous. Donc si jamais il y a dans l'auditoire des gens qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il y a un soutien d'un certain nombre d'organisations, vous les avez ici, mais il y en a vraiment encore plein d'autres. Et puis il y a aussi quelques personnalités reconnus et connus, donc d'anciens ministres ou d'anciens députés, et le côté politique nous a objectivement énormément aidé à aller plus loin. Alors pourquoi on a fait ça? Dans quel but? Alors le but, en fait, c'est de sensibiliser un certain nombre d'acteurs de décision. Donc d'abord nos collègues, parce que les maladies sont en compétition. Dans un monde où on vous dit qu'il n'y a plus d'argent pour soigner les gens, chacun essaye de tirer les choses à soi, et là on arrive avec une nouvelle maladie en disant « coucou, il y en a 2 millions », ça pose problème. Donc il faut sensibiliser nos collègues à l'importance de ça. Il faut sensibiliser les malades et les proches, parce que les malades, quand ils sont douloureux, ils disent « j'ai mal », la famille dit « c'est insupportable de les laisser douloureux », et je comprends parfaitement ça, mais quand ils maigrissent, ils ne se plaignent pas trop, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir soit une réponse tout à fait inadaptée du style « vous avez qu'à vous forcer à manger », qui est la réponse la plus culpabilisante et la plus débile qui soit, mais qu'on entend tous les jours, soit on leur dit « on va vous mettre un tuyau quelque part ». Ils n'ont pas du tout envie. N'empêche qu'il faut un moment passer par des traitements qui sont des traitements non médicamenteux, mais qui sont des traitements quand même. Ensuite, il faut sensibiliser les tutelles et il faut sensibiliser les hommes politiques pour qu'on obtienne quoi? On obtienne les moyens qui nous semblent justes et justifiés pour qu'on puisse prévenir cette maladie, la dépister et la traiter. Or, on parlait tout à l'heure, et je trouvais que la question est tout à fait judicieuse de savoir que la promotion de l'activité physique, c'est super maintenant, en tant que médecin, on peut la prescrire, mais si c'est un traitement, je ne vois pas pourquoi il n'est pas remboursé. Et c'est la même chose pour le conseil diététique. On va dire, ok, c'est super, ils n'ont qu'à aller voir la diététicienne. La consultation n'est pas remboursée non plus. Donc là aussi, on se bat pour essayer d'obtenir tout ça. Il y a un moment, il faut savoir qu'il n'y a pas que la chirurgie ou que les médicaments qui peuvent soigner les malades.
Donc tout le monde en est convaincu, sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'argent fléché là-dessus. Et il faut obtenir cet argent, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de mobiliser? Voici quelques exemples de réalisation. On a commencé par écrire un livre qui était le manifeste de lutte contre la dénutrition, qui est un ensemble en fait d'interviews d'acteurs. Il y a des soignés, des soignants, mais il y a des sociologues, des religieux. Enfin, en gros, plein de gens qui essayent de réfléchir et de trouver des solutions intelligentes. L'année où on a sorti le livre, on a eu une bonne couverture médiatique. Un deuxième exemple de réalisation, ça a été... Alors ça, c'est une initiative qui a été faite en 2018, puis reprise en 2019. Et l'origine de ça, c'est un collègue de Montpellier qui a dit, tiens, on va essayer de sensibiliser les gens et simplement, dans nos hôpitaux, de faire un jour où, à l'entrée de l'hôpital, on pèse les gens et surtout, en fait, on pèse nos collègues pour leur montrer l'importance de la pesée. Et puis on fait des journées grand public. L'année dernière, on l'avait fait à la mairie de Paris, avec comme marraine Marie Drucker. Donc il y a aussi des people, vous voyez, ou des journalistes, c'est elle et les deux à la fois. Ensuite, on a fait un film de sensibilisation que vous pouvez aller voir. Je vous donnerai tout à l'heure le site. Certains le connaissent. C'est un petit film que je trouve vraiment très très bien. Enfin, c'est à vous de juger. Tout ça... et bien d'autres choses, mais avec le temps qui m'est imparti, on ne peut pas trop détailler. Quels sont les résultats qu'on a obtenus? Puisque finalement, ça fait 3 à 4 ans que les choses ont pris corps. Alors, il y en a quelques-uns quand même du résultat, il faut se féliciter. Le premier, c'est que vous connaissez peut-être cette concertation, qui a été la concertation grand âge avec le rapport de Dominique Libaud. Et finalement, on a un peu rattrapé la concertation parce qu'il s'était rendu compte que, alors que la grand âge, c'est vraiment la dénutrition des personnes âgées, pour faire simple, eh bien, vous avez totalement oublié la dénutrition. Donc, ils ont fait une petite annexe, l'annexe 5, et en gros, pour dire qu'ils avaient un peu oublié la dénutrition, mais qu'il y avait quand même plein de choses à faire. Et vous voyez, on est assez ravis de dire que finalement, ce qu'ils proposent ici, c'est des choses qu'on a proposées, entre autres, nous, dans le collectif de lutte contre la dénutrition. Si vous allez voir notre site internet et que vous lisez ça, vous verrez qu'en fait, ils ont pris textuellement ce qu'on avait écrit, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et puis, alors, vous savez que un rapport, c'est un rapport, on ne sait jamais ce qui va devenir, tandis que là, on a l'étape un peu d'après, le PNNS 4, et donc dans le PNNS 4, il y a toujours la dénutrition qui apparaît, ce qui n'était pas gagné. Si vous avez suivi les affaires, l'IGAS avait dit, correspondant au PNNS 3, que peut-être la dénutrition, on pouvait la sortir parce que ce n'était pas de la prévention, et que le PNNS devait faire de la prévention. Finalement, ils ont quand même bien compris que, même si c'était de la prévention secondaire, c'était intéressant. Et donc, il va avoir, à partir non pas de l'année prochaine, en 2020, il va avoir, dans le cadre du PNNS, une semaine, là nous on avait fait un jour, là on va avoir droit à une semaine complète, une semaine nationale de dénutrition qu'il va falloir évidemment organiser, et que les gens du PNNS nous ont dit, voilà, elle est inscrite, mais par contre, il va falloir que vous la fassiez vous. Et quand je dis vous, c'est le collectif, mais tout le monde, d'accord ? Alors, vous voyez, il y a 2-3 exemples. En gros, il faut concevoir des outils pour que les gens comprennent ce que c'est, faire des choses un peu médiatiques, éventuellement impliquer les pharmaciens. Il y a énormément de pharmacies en France, donc on s'est dit que si un jour donné, dans une semaine, ils pesaient tout le monde, ça allait faire un peu le même principe que ce qu'on a fait l'année dernière à l'hôpital. Vous voyez, c'est vraiment que des petites choses. Et puis, donc voilà, essayer de sensibiliser, repérer. Donc, on est vraiment dans la toute première étape. Et donc, c'est bien sûr des avancées. Moi, je me félicite de ça, mais vous avez bien vu que le but, qui est quand même d'obtenir des moyens financiers et éventuellement des moyens humains, dans la situation actuelle, je ne vais pas mettre du sel sur des plaies ouvertes, mais vous savez tous très bien dans quel état est l'hôpital, c'est normalement mission impossible. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter, donc on va essayer de continuer et d'obtenir les moyens pour traiter ces patients. Et donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Je rappelle que le collectif n'est pas une société savante, c'est ouvert à tout le monde. Donc vraiment, tout le monde peut venir mettre sa pierre à l'édifice. Si vous voulez savoir comment faire, vous allez sur notre site. Vous tapez dans Google lutte contre la dénutrition, vous y allez, vous tombez là-dessus, et puis vous déroulez, vous allez tout en bas de la page, et en bas de la page, il y a quelque chose qui est comme ça. Vous vous inscrivez à la newsletter, c'est gratuit,
vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé, hein. Mais si vous voulez, vous mettez votre mail là-dessus, ce qui fait qu'on vous enverra ce que nous, on est en train de faire. Vous serez au courant de ce qu'on fait. Vous pourrez y participer. Vous pouvez nous joindre là-dessus aussi. L'idée, c'est que la loi RGPP fait qu'on ne peut pas vous envoyer des spams comme ça. Donc, même si on a des banques de données où on a un certain nombre d'adresses e-mail, on ne veut pas les utiliser sans que vous soyez un peu volontaire. Donc, n'hésitez pas à mettre votre email là-dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez là-dessus. Vous voyez, pour dire que vous êtes bien inscrit. Alors, je me suis inscrit pour vérifier que ça marche, hein. Donc, j'en ai pas forcément besoin, mais donc ça fonctionne. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous serez nombreux. Merci Éric Fontaine. Venez me rejoindre. Alors, on va prendre juste 2 questions et c'est Caroline qui va nous les transmettre. Alors, il y a énormément de questions et que nous allons les donner à la SRAE Nutrition qui se débrouillera pour les intégrer. Pour en faire quelque chose. Venez. Parce que là, on doit choisir. Et donc, nous choisissons 2 questions pour vous, Monsieur Fontaine. La chirurgie bariatrique dénutrit les obèses et diminue leur espérance de vie, pour l'interrogation. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'elle dénutrit les obèses parce que la vitesse à laquelle ils maigrissent fait qu'ils rentrent en fait dans un processus de dénutrition. Mais globalement, quand on mesure les compositions corporelles, puisque eux sont dans une situation qui n'est pas, je ne veux pas rentrer dans les jargons techniques, mais n'est pas inflammatoire, ce qui fait qu'eux consomment et des lipides et des protéines. Et donc, là, ils perdent les 2 compartiments, mais quand tout se passe bien, ils perdent plus de graisse que de muscles. Et à un moment, les choses se stabilisent. Mais le processus est un processus de dénutrition. Et quand ça se passe mal, parce que ça se passe parfois mal, je vous promets qu'ils sont sévèrement dénutris. Voilà. Après, pour la longueur, l'espérance de vie, c'est plus compliqué que la mode actuelle. C'est-à-dire que les travaux initiaux qui ont montré que ça servait à quelque chose ont été faits dans une population relativement précise de personnes déjà, on va dire d'adultes un peu matures, qui avaient une espérance de vie diminuée compte tenu de leur pathologie. Et quand on voit maintenant qu'on fait de la chirurgie bariatrique à des adolescents de moins de 18 ans, population dans laquelle on ne sait pas du tout si dans 10 ans ils vont mourir de leurs complications. Or, l'objectif de la chirurgie bariatrique, c'était de diminuer la mortalité à 10 ans. Moi, personnellement, je pense qu'un obèse de 18 ans, statistiquement, il est encore vivant à 28. Et donc là, moi, je me pose un certain nombre d'interrogations. Et je rappelle qu'en théorie, la chirurgie bariatrique, la sécurité sociale doit valider l'intervention et que dans la pratique, elle valide tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas suivi le parcours officiel. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je remets les médecins des caisses primaires d'assurance maladie devant leurs responsabilités. Je suis navré d'appuyer là où ça fait mal. C'est fait. Merci beaucoup. On prend une 2e et dernière question, mais elles ne seront pas laissées dans la nature, donc soyez tranquilles. Exactement. Hein. Que pensez-vous du jeûne? Ah oui, ça m'intéresse, ça. Là, vous êtes gentil, s'il faut rattraper le temps. Non, mais quel jeûne? En 30 secondes. Oui, non, mais quel jeûne? Si c'est le jeûne thérapeutique pour le cancer, c'est une couillonnade, d'accord? Et j'en ai pour faire simple, d'accord? Et donc, si vous avez le moindre doute, vous allez sur le réseau NACRE ou sur l'INCA. Il y a des travaux qui ont été faits qui sont remarquables, qui reprennent absolument toute la bibliographie. Et c'est un travail qui a été fait aussi avec des sociologues pour essayer d'expliquer pourquoi les gens ont envie de croire à ça, parce que c'est quand même important. Moi, je peux vous dire que quand vous allez dans un hôpital de jour d'oncologie, 50% des gens qui sont en chimio vous disent qu'ils ont entendu parler de ça. Et dans les 50%, il y en a la moitié qui vous disent que oui, ils font quelque chose. Donc quand vous imaginez tous ceux qui n'ont pas osé vous dire oui parce qu'ils savaient que c'était, si on leur posait la question, c'est qu'il y avait peut-être une mauvaise chose, je pense que c'est extrêmement fréquent. Heureusement, je pense que ce qu'ils font n'est pas un vrai jeûne au sens de ce que certains gourous prônent, mais c'est un problème qui est majeur. Et je crois que là aussi, il faut absolument essayer de dire aux gens que c'est absolument pas validé. N'empêche que vous discutez avec les gens, ils disent « mais si, c'est prouvé ». Puis quand vous essayez de leur démontrer que c'est pas prouvé, là on tombe dans la croyance, et la croyance c'est vraiment difficile. Merci beaucoup.